Je suis en compagnie de Stéphane Rousseau, un nom extraordinaire, mais je vais t'avouer que quand j'ai eu une invitation pour aller rencontrer Stéphane Rousseau à l'école Sainte-Anne, on ne pensait pas que c'était toi. Je vais être honnête, je m'attendais de voir la grande vedette parce que lui aussi il a monté l'Everest, je crois, pour le cancer, il y a eu des choses. Non, il a monté Kilimanjaro. Bon, tu veux, donc tu es plutôt sous courant. Oui. Et avec Rose Rivet, qui est sa conjointe depuis, on pourrait dire, les 2 dernières années. Ça fait 2 ans et demi qu'on est ensemble. Yes. Donc, on va parler de toi, je vous dis Stéphane, mais on va parler aussi avec Rose de cette expérience-là parce que je pense que c'est important. Puis je pense que ça peut mettre en relief plein de choses par rapport à toi. Tu vas me permettre que je te dise toi, pour commencer. Tu es un jeune homme de 48 ans, c'est bien ça, à la retraite. C'est un peu ça, là, ta situation présentement. Et ta retraite, tu m'expliquais tantôt, tu as eu une ferme laitière avec des champs, le métier de producteur et le métier de producteur de lait et aussi en termes de champs, en termes de foin et de tout. Oui. Qu'est-ce qui t'a amené à tout abandonner ça? J'ai eu un accident, j'ai eu des commotions cérébrales. J'ai eu 5 commotions cérébrales en l'espace d'1 an, ce qui m'a rendu moins apte à travailler puis à être moins efficace. Oui, parce que tu t'occupais de ta ferme. Oui. Qui t'appartenait. C'est une ferme, on pourrait dire, ancestrale, ça venait de ton père. Oui, ça venait. Moi, j'étais à la 3e génération. 3e génération. C'était une grosse décision à prendre oui. de quitter la ferme, de quitter. Qu'est-ce qui t'a fait vivre, là? Tu as connu petit cul, comme on dit. Tu as connu les vaches. Tes vaches étaient presque tes bébés, là. Malgré que tu as des enfants. Oui. Mais chaque vache a un nom, chaque vache représente quelque chose pour toi, puis c'est ton gagne-pain. Donc, c'est une relation particulière avec les animaux de ferme. Oui, même, pour l'entreprise, quand tu prends une entreprise, tu la prends au départ dans quelque chose, puis tu la montes jusqu'à un autre degré. Oui. Puis, on a tout bâti les bâtiments, on a tout rénové, l'entreprise me représentait vraiment, elle me ressemblait. Puis c'est pour ça que ça a pris 1 an à prendre la décision de vendre. C'est ça, puis j'imagine qu'il y avait l'implantation de l'informatique aussi, beaucoup les choses étaient commencées, tu étais dans ce domaine-là, parce que tu n'as pas le choix aujourd'hui, parce qu'il faut avoir une efficacité. On dira qu'est-ce qu'on voudra, mais c'est ça dans ces productions-là. Et il y a aussi, relié à ça, tu me parles de tes commotions cérébrales, mais il y a toujours le stress. Tu es toujours 24 heures sur 24, 12 mois par année à penser. On allait dire à cette maudite ferme-là, mais c'est pas le mot que je veux dire. Non, mais tu penses avec une entreprise, tu as des comptes tout le temps, tu as toujours des comptes à rendre, non seulement financièrement, mais tu as des comptes à rendre avec les animaux, les nourrir 4-5 fois par jour, aller voir s'il y a un vêlage pendant la nuit, s'il y a une mise bas, ben, tu passes la nuit de bas. Ça fait que tu en passes beaucoup de nuits. Puis même l'hiver, été et tout ça. C'est 365 jours par année. 365 jours, on parlait justement, on a eu des reportages sur ça, sur la difficulté d'être agriculteur, les gens regardent ça de loin, hey, c'est beau, c'est bucolique, c'est le fun, mais dans la vraie réalité, il y a beaucoup de stress, puis beaucoup, il y a beaucoup de problèmes. Le travail que ça demande à un agriculteur là, pour être capable de vivre de ça, puis c'est comme tu dis, 24 heures sur 24, tout le temps. Il y a plein de semaines, c'est des 100 heures semaine. C'est ça, puis c'est pas passer l'hiver, c'est pas passer l'été. Non, il y a toujours de quoi faire. Tu as toujours à te demander les prochaines cultures vont-elles être bonnes, comme tu dis, la température et avec tout ce qui se passe. Donc, si on résume, tu as décidé son calcul de, c'est quoi, c'est de 2 ans environ, ça veut dire 2020? Non, il y a 5 ans que j'ai vendu ma ferme, que j'ai vendu mon quota de vache. J'avais gardé mes terres, puis je les louais ou je les cultivais, mais j'ai vendu mes terres l'année passée. L'année passée. Fait que j'ai vendu le restant de l'entreprise. Le quota puis les vaches, c'est la moitié de l'entreprise, puis l'autre moitié, je l'ai vendu. Je l'ai vendu en 2 étapes. En 2 étapes. Oui. Donc, tu as eu une acclimatation à faire en disant, bon, cette étape-là se passe bien. Donc, dans ta vie maintenant, on parle-tu d'escalade? Est-ce qu'on parle? C'est quoi? D'alpinisme. Oui. Alpiniste. Donc, alpiniste, tu passes de moi une petite paroi avec 3-4 roches à des grosses montagnes. Là. Quand on arrive à ça, oui, l'alpinisme, c'est un mélange entre l'escalade, entre la randonnée, un peu de tout, mais en haute montagne, en altitude. En haute montagne, en altitude. Puis qu'est-ce qui t'a amené? C'est-tu un rêve? C'est-tu un documentaire? Les commotions cérébrales, dans le fond, quand j'ai subi les commotions cérébrales, j'étais allé voir des médecins, puis il y a des spécialistes chiro qui m'ont dit qu'il fallait marcher. Je ne marchais pas avant, je n'ai jamais vraiment fait de randonnée. Puis que marcher est un bon exercice pour rééquilibrer mon cerveau. Oui, l'oxygéner, puis... Puis surtout quand tu marches, pas courir, mais quand tu marches, ça permet de stabiliser ton cerveau quand tu as eu des commotions cérébrales.
Puis ça permet de regagner ce que tu as perdu peut-être un peu en étourdissement. Puis je me suis mis à marcher, j'ai fait toutes les randonnées au Québec. Dans la Naudière, après ça, tout le sud du Québec au complet. Après ça, tout le nord-est américain. Oui, ce qu'il faut dire, c'est que dans sa personnalité intense de oui, c'est ça, on allait dire, c'était un petit peu intense. Parce que tu as commencé à faire de la randonnée il y a 5 ans. Fait oui. que, tu sais, lui, quand il se met dans quelque chose, il a fait les étapes rapidement. Fait que la randonnée est devenue sa grande passion. Fait que là, c'est ça, tu disais au Québec, après ça, les États-Unis. Oui, j'ai fait le nord-est américain. Il y a 115 montagnes qui sont en haut de 4000 pieds. Oui. Puis je les ai toutes faites. Oui, mais c'est intense, là. Du jour au lendemain, tu as dit, moi, je veux me remettre en forme, j'ai du temps de libre, relativement. Oui, beaucoup de temps de libre. J'avais beaucoup de temps de libre. Tu avais beaucoup de temps de libre. Oui. Et là, tu as dit, moi, j'essaye ça, puis c'est devenu comme un drogué de la course, comme un drogué de faire des marathons. C'est devenu un médicament pour mon cerveau, parce que oui, quand je marche, je me sens bien mentalement. Je ne suis pas étourdi. Ça m'arrive encore d'être étourdi si je me tourne vite. Je peux pogner une commotion cérébrale juste en me tournant trop vite, en me relevant en tête. Oui, quand on a eu plusieurs, ton niveau, surtout au début, là, ça fait quand même plus qu'un an et demi que j'en ai pas eu, que ça va bien. Mais au début, j'en repognais une, j'en ai déjà pris une en textant sur mon cellulaire, j'ai relevé la tête. Ah oui. Puis je parte en ambulance parce qu'il n'y avait rien en Ah mon Dieu, c'est impressionnant. Donc, ça veut dire qu'est-ce que tu me parles en termes de commotion cérébrale? On pourrait parler, on parle de joueurs de football, là, tu sais, oui, des choses comme ça, ou joueurs de hockey, c'est vraiment une maladie à la fin, là. Une maladie, c'est une condition qui peut devenir dangereuse, qu'est-ce comme tu me parles là? Ben, moi, je suis quelqu'un, je suis intense, mais j'ai perdu 20% de mon intensité. Il y a des choses que je peux faire de la même manière, il faut que je prenne plus mon temps à cause des commotions cérébrales. Est-ce qu'il t'écoute? Oui. Oui, des fois tu lui dis c'est assez, là, tu vas. Ah, mais absolument. J'ai pas le choix. Oui. On forme une belle équipe pour ça parce que moi j'ai un tempérament plus calme, plus. Tu sais, j'adore la randonnée aussi, mais je suis quelqu'un qui aime prendre le temps. Ouais. Fait qu'ensemble, on se trouve un compromis de. Oui, parce que là, quand il me parle que bon, tu fais le tour du Québec, c'est pas pire, il y a quoi? Des chic-chocs, là, mettons, qu'on pourrait dire. Oui, que... on l'a fait ensemble. On l'a fait, bon. Il y a les Monts-Gros de nord du Québec. Oui, il y a vraiment beaucoup de montagnes intéressantes. Il y a quand même beaucoup de montagnes, là, oui. ça va. Mais tu sais, cette passion, premièrement, tu vois la nature, tu vois tout, mais tu sais, tu me parles de 3 000 à 4 000 pieds, donc c'est relativement confortable. Mettons qu'on c'est d'accord avec moi? On va mettre le terme confortable. C'est faisable par tout le monde. Tout le monde peut faire ça. Tout le monde qui veut le faire et qui a la capacité et la vitesse de le faire. Moi, j'assume que j'irais, mais tantôt, quand on s'est rencontrés, la première fois, tu me disais que tu avais peur, tu avais le vertige. Moi, c'est sûr que ça serait déjà une barrière. Tu me ferais pas monter n'importe où, n'importe comment, puis bon, tu sais, là. Au contraire, les barrières, je m'amuse à les ouvrir. Oui, mais ça va mettre tempérament pour faire ça. Oui, voilà. C'est ça. Mais ça, c'est la ferme. La ferme, je n'étais pas manuel. Quand j'étais agriculteur, quand je suis tombé agriculteur, au début, j'avais de la misère à planter un clou avec un marteau. J'étais plus intellectuel que manuel. Mais aujourd'hui, je suis capable de bâtir une maison de A à Z, tout seul. Je vais t'envoyer mon mari. Ben, on peut apprendre. Moi, j'aime ça apprendre de quoi. Mais il faut vouloir. Faut que il faut juste vouloir. Moi, je vais te dire, c'est le thème, c'est vous vouloir. Il faut vouloir. Il faut juste vouloir. Ça, tu m'impressionnes déjà avec tout ce que tu me dis là. Donc, tu as commencé ton intensité à marcher. Bon, on comprend que tu me parles, tu m'as parlé au niveau des États-Unis, tu me parles du Nord-Ouest, mais il y a toujours les monts Washington, Hélène, puis tout ça qui est quand même. Qui fait partie du Nord-Est. OK. Ça fait partie des 4000 mètres, des 4000 pieds à faire. Mais tu les as fait, c'est ça que tu es en train de me dire? Oh oui, ben oui. Mon Washington, je l'ai fait peut-être 20 fois. C'est ça, je m'en allais dire, tu l'as fait, toi, pour toi c'est normal, moi ça serait. Oui. Bon, donc, tu as eu cette piqûre-là. Tu as fait ça par toi-même, tu es allé chercher, tu me dis que tu étais intellectuel, tu es allé chercher les ressources, les livres, comment faire ça, les techniques? Je me suis mis à marcher, puis je suis allé, je me suis informé beaucoup sur l'équipement. Moi, je suis fort sur l'équipement, le matériel, le poids. J'ai aussi beaucoup mal au dos, j'ai des hernies discales, donc le poids est important. Je me suis spécialisé. Maintenant, on va faire une étape, tu vas chez Cell, tu vas à Coop, puis tu dis, bon, aujourd'hui, je vais aller faire le mont Washington, mais qu'est-ce que tu m'offres? Ou tu vas t'informer? Non, je vais plutôt m'informer des vrais randonneurs qui randonnent. Je me suis toujours tenu avec des gens plus forts que moi, qui sont meilleurs que moi en randonnée ou en course, fait que ça me permet de m'améliorer vite. J'ai pas le choix de les suivre. C'est surtout les rencontres qui t'ont emmené. En commençant à faire de la randonnée, il a rencontré d'autres randonneurs qui lui proposent une autre aventure. Puis, en fait, Stéphane, ta particularité, c'est qu'il dit oui, OK, go. Fait que à chaque fois que quelqu'un te propose quelque chose,
C'est comme, OK, ben oui, on part demain matin. Je me suis inscrit sur un groupe de rando, puis les groupes de rando, j'ai rencontré une petite gang de gens que, dans le fond, eux autres, ils voulaient faire les 115 sommets, puis j'embarquais avec eux autres, puis toutes les fins de semaine, ben, on allait faire des randonnées. Puis là, t'étais le petit nouveau. Oui, qui a de la misère à suivre, qui a de la misère, qui traînait de la patte un peu, mais en 6 mois, je suis devenu, OK, je change de groupe, mais ils sont passés vite. OK, ça ne veut pas te dire. Oui. Tu es allé chercher. Mais je pense que dans ce genre de groupe-là, ou dans cette catégorie de gens-là, il y a beaucoup d'entraide. Est-ce que tu es d'accord avec moi que je pense qu'il n'y a pas. Oui, je ne dirais pas qu'il y a une compétition, mais c'est plus de l'entraide que de dire comment ça se fait que lui, il a réussi ça en 4 heures, en 6 heures. C'est plus dire tu l'as réussi, que tu as pris 10 heures ou 4 heures, c'est de réussir. Oui, puis il y a des gens, il y a des vitesses différentes, puis il y a des gens qui aiment ça monter, il y en a qui ont de la misère à descendre, il y en a qui ont de la misère avec les roches, le scrambling qu'on appelle, qu'il y a des roches que tu te mets à grimper avec les mains. On a chacun nos particularités, mais quand tu es dans un groupe, on s'attend tout. On tient tout ensemble, fait que ça nous permet. Et là, quand tu me parles d'affaires avec les mains, là, si je regarde le film de. Tu sais, Tom Cruise, là, qui est en. Je sais pas, qui est dans la vallée, là. Ça, la vallée de la mort. Tu fais pas ça, là. Tu n'es pas rendu à ça, à se prendre après une main puis switcher là. Puis, oui, mais ça dépend, avec des cordes, ça dépend de quel niveau. Avec des cordes, là, tu ne fais pas ça. Okay. Il y a toujours d'escalade. Tu ne fais pas d'escalade, c'est ça, là. Sans corde, non. C'est ça. Donc, tu es toujours sécuritaire, tu es toujours aidé. Oui, pour moi, c'est important. C'est ça. Est-ce que tu te poses des questions, justement, quand tu en prends en faire une, mettons qu'on parlerait tantôt, on va revenir à l'Everest, mais de façon générale, est-ce que tu étudies, tu regardes ou tu y vas à l'instinct? Je ne sais pas si tu comprends ma question. Un peu des deux, oui, un peu des deux. Oui, à l'instinct, mais il faut que je me sente confiant envers mes capacités. J'ai des limites. Il y a des choses que je ne suis pas bon, il y a des choses que je suis très bon. Fait que j'essaie de prendre la vie sur le côté que je suis bon, puis m'améliorer où je ne suis pas bon. Traverser des échelles, comme à l'Everest, ma faiblesse c'était de traverser des échelles. Bon, ben, mais là, tu parles d'échelle, c'est un grand mot, c'est 4-5 planches à 2-3 pieds de distance, c'est ça que tu es en train de me dire. C'est pas une belle échelle toute bien faite. C'est une échelle en aluminium, oui, c'est une échelle. C'est juste qu'elle est au sol, fait qu'il y a la crevasse en dessous, l'échelle par-dessus. C'est vraiment une échelle, là. C'est pas un pont, là. Moi, dans ma tête, quand tu parlais d'échelle, je m'attendais à une espèce d'affaire comme quand tu fais les affaires d'Herbertis, là, que il y a une planche à tous les 3-4 pieds, puis ça rentre de même, là. Il y a des ponts de neige qui sont juste faits avec la neige, puis qu'il est vide en dessous, que quand tu marches, tu espères qu'il ne défonce pas. Puis il y a des échelles que tu marches dessus avec des barreaux, avec des crampons, qui sont stables certaines fois moins stables. Mais ça, moi j'ai le vertige, fait que genre, faut que tu regardes en bas. Mais j'étais correct pour les passer, mais j'avais pas la super technique pour les passer. Alors que mon père Marc, lui, il marchait du comme c'est terminé. OK, c'est ça. Mais par contre, toi, ta grande force, c'est dès que ça monte, tu t'arrêtes pas. Oui, bien c'est ça. Moi, ma force, c'est que mon niveau, que ça monte ou que ça descend, j'ai la même vitesse. OK. J'ai toujours d'énergie, j'ai toujours. Il me reste toujours, même après 9, 10 heures, 14 heures de randonnée, il me reste de l'énergie. C'est ça, là. C'est ça ma force, moi. Autrement dit, qu'est-ce que tu me dis, on va en revenir à l'Everest, ça, c'était vraiment. C'est le Big 5, là, c'est quoi? Il y a 5 montagnes à travers le monde? Il y a 7. 7 montagnes, c'est ça. Il y a 7 sommets par continent le plus haut. Oui, dans le fond, un défi bien connu des alpinistes, c'est vraiment le défi des 7 sommets. Donc, le plus haut de chaque continent. C'est pas les 7 plus hauts au monde, mais c'est les plus hauts de chaque continent. Le premier que j'ai fait, c'est la Concagua en Argentine, ici, qui est d'Amérique du Sud. Lui, c'est le plus haut, à Saint-Hilmer. Là, tu as décidé d'aller faire ça parce que tu fais un appel de ton chum dans ton groupe Facebook, dans ton groupe. Quand même. Oui, bien, je suis allé au Népal au mois de novembre. Non, mais la Concagua, si on parle. Ah, la Concagua. La Concagua, oui, j'ai rencontré Jean-Pierre D'Ambois, qui est un alpiniste, que d'après lui, il organise beaucoup de voyages. C'est un Français, quoi, c'est quelqu'un avec le nom, c'est un Français? Originaire belge. Belge? Oui, belge, parce qu'en Europe, c'est beaucoup. Oui. Mais il vit au Québec depuis. Oui, OK. Québécois. OK. Puis, dans le fond, lui, il organise des voyages. J'étais allé le premier voyage en Équateur. Dans le fond, je cherchais au Québec à faire toutes les montagnes. Puis, le plus haut au Québec, c'est le mont Iberville, dans le nord du Québec. Okay. Je cherchais quelqu'un avec qui aller faire le mont Iberville. Puis, je l'ai appelé. J'ai trouvé son nom sur Internet. Je l'ai appelé. Okay. Puis, dans le fond, quand je l'ai appelé, il me dit Mont Iberville, ça va coûter cher à organiser. C'est au moins 5 000 juste le billet d'avion, presque, aller au Mont Iberville. Fait qu'il m'a dit, mais je m'en vais en Équateur là, t'as-tu goût de venir voir c'est quoi l'altitude? J'ai juste dit oui. Ben oui.
Puis depuis ce temps-là, quand il y a une occasion qu'une montagne m'est présentée, la Concagua, ça a fait ça. Il m'écrit, hey, on s'en va à la Concagua, il me demande quelqu'un, tu viens-tu? J'ai juste dit oui. Moi, je dis oui. Tu dis oui. Tu ne te poses pas la question. Je me pose la question si je suis capable ou pas, je vais me dire non, je ne serai pas capable parce que je doute de moi. Mais quand tu as dit oui, ben pour moi, ma parole, elle vaut tout. C'est ça qui est le plus important. Fait que quand tu dis oui, tu y vas, puis tu fais de ton mieux. Okay. Je vois la vie comme ça. C'est ça. Puis quand tu dis oui, parce que là, ce que j'ai compris, tantôt, on a parlé de l'Everest, ça s'est décidé à un mois d'avis. 2 mois. 2 mois d'avis. 2 mois d'avis. Mais normalement, tu ne décides pas ça à 2 mois d'avis d'aller faire l'Everest. Non. Non. Mais je suis pas normal. Non, parce que quand tu me parles de celui que tu as fait ton premier sommet, oui. Okay, le gars, le monsieur, il t'a appelé, tu te prépares un peu. Tu as 3-4 mois de te préparer à acheter ton stock? Non, j'étais allé aussi à 2 mois d'avis, la Concagua, peut-être moins de 2 mois d'avis, peut-être 1 mois. D'après moi, c'était à 2 mois d'avis, la Concagua, mais j'ai fait le Denali aussi de la même manière. C'est une équipe qui cherchait d'autres mondes pour aller avec eux autres sur Internet. Okay. Dans ce temps-là, je vais te poser une question. Tu envoies une liste, bon, ta do-do list, c'est ça, avec ton stock à avoir, qu'est-ce que tu as besoin? Les médicaments, tout. OK. Là, tu dis, OK, là, je pars parce que 2 mois, 1 mois, c'est comme un marathon déjà, tout trouver. Tu sais, je t'ai vu arriver avec ton kit, mais tu sais, les manteaux. Non, c'est pas si pire que quand tu connais le domaine. Disons, ben, à part, là, j'avais des bottes à acheter, il faut que je les commande d'Allemagne. Mais tu sais, le monde est grand, puis avec les livraisons, 2 semaines de l'Allemagne, mes bottes étaient arrivées. Mais là, tu parles pour l'Everest parce que là, en haut de 8000, là, ça tombe le matériel, autre chose. Mais si on parle de la Concagua. Ah non, j'ai déjà tout le matériel, je pourrais partir demain matin. Ah oui. Puis l'entraînement, c'est juste avoir la motivation, tu vas me dire? C'est juste de vouloir. Ouais, c'est ça. Je ne suis pas certaine que tout le monde répondrait ça, mais dans le cas de Stéphane, c'est vraiment ça. Moi, je trouve que toutes les années que j'ai travaillé à la ferme, que tu ne dors pas la nuit parce que tu nages pas bien, tu te prépares à ça et avoir des enfants. Les enfants, tu passes des nuits de bout tout le temps. C'est ça, tu me racontes, tu as 5 enfants? Oui. De quel âge à quel âge? Parce que là, j'ai vu les 2 petits derniers. J'ai deux petits gars de 7 ans avec qui étaient au primaire quand j'étais allé, quand je faisais l'Everest. Mais les autres, j'en ai une de 23 ans. Okay. Eltia, j'en ai une de 25 ans, Méric, puis j'ai Naomi qui a 27 ans, Miro. Ah, OK. Les autres, ils regardent quoi quand ils regardent papa faire ça à tous les fois? Bravo, lâche pas. Ils veulent-tu suivre? Ils veulent-tu suivre? Ils veulent-tu essayer? Eltia, elle adore le voyage, elle adore la montagne. C'est celle-là, était Tofino à Vancouver. C'est elle qui aime le plus le voyage, puis qui aime le plus essayer des nouvelles choses. Parce que tu parles de Vancouver, elle a toutes les montagnes. Oui, c'est ça. On est allé la voir 2 fois. Elle est en Alberta dernièrement. Elle est venue nous rejoindre au Costa Rica. Oui, elle voyage avec nous autres. Le tour du monde, elle va être avec nous autres une couple de fois. Non, mais c'est son bonheur. On a parlé un petit peu de ta préparation. Oui. Parce que là, ce que je comprends, c'est que toi, tu es le genre, de façon drôle de dire. Comme moi, je serais avec mon ami, à soir, on va souper au restaurant, n'importe quoi. Toi, le téléphone, à soir, on irait virer dans 2 mois à telle place, t'en bats-tu. La réponse, c'est oui. C'est à peu près ça. Oui, et c'est sûr que c'est oui. Puis je ne sais même pas c'est quelle montagne encore, mais je vais dire oui parce que ça a l'air de fun. La personne que tu me parles qui est québécoise, c'est quelqu'un qu'on sait qu'en Europe, l'alpinisme, l'escalade, c'est encore un sport. C'est beaucoup sport, c'est sportif. C'est beaucoup reconnu. C'est des métiers, des choses qu'on connaît moins ici, mais que de l'autre côté de l'Europe, c'est plus naturel. Quand tu dis que tu es un alpiniste, tu es comme un coureur automobile, tu es comme un tennisman, tu es comme n'importe quoi. Exactement, c'est un sport. C'est un sport, c'est quelque chose. Et c'est des défis. Oui. Là, on va parler un petit peu avec toi de ce fameux mont Everest, parce que là, on entend parler, on sait que c'est le plus haut sommet au monde. Oui. Il faut quand même. C'est combien de 1000 pieds, cette petite-là? Bien, en mètres, c'est 8848 mètres, mais ils l'ont compté dernièrement, je pense que c'est 8850 mètres. Bon, 8800, mettons, multiplié par 3, c'est 24-25 000 pieds. Donc, 29 000. 29 000, bon. C'est encore mieux que moi. Donc, les avions volent à 30 000, toi, tu es à 29. Oui. Donc, à 30 000, ils n'ont pas d'aide déjà. On s'entend qu'ils doivent en avoir encore un petit peu moins à rendu à cette affaire-là. Quand tu as annoncé à Rose, étais-tu à côté de toi, tu te dis, bon, il vient-tu m'annoncer? On a pris la décision ensemble. Tu sais, il a dit oui, puis, mais j'avoue que l'Everest, on a beaucoup discuté avant. On a jasé une semaine au moins, puis avec les enfants, parce que, dans le fond, mes enfants de 7 ans, Thomas et Mathias, il fallait que je leur demande, es-tu prête à avoir ton père pendant 2 à 3 mois? C'était la différence comparée aux autres montagnes avant. C'est que là, il devait partir 2 mois, puis même on hésitait en 2 ou 3 mois. Là. OK. Oui. Donc, parce qu'il y avait quand même, on peut dire, un semblant de préparation
Il y avait discussion à y avoir au niveau de la structure familiale, comment on va s'arranger, même, moi je suis leur belle-mère, donc il fallait s'arranger aussi avec la maman, savoir... Ça a pris la décision de maman aussi, c'est le genre de choses que tout le monde ensemble. Est-ce qu'ils ont été conscients de ce que c'était? J'entendais la phrase que tu as dit, papa, c'est-tu le plus haut que tu as fait? C'est-tu le plus haut? Puis toi, tu as répondu, je vais aller le faire, le plus haut, ça va être réglé, vous ne m'acharnerez plus avec cette question-là. Exactement, oui, la question est réglée. Je me souviens du souper que tu leur as demandé. Là, les gars, j'ai besoin de votre avis. On en jase. Je partirais 2 mois, ce que ça implique. Là, on dit, OK, moi, je vais garder la semaine qui viennent à la maison quand même. Puis on leur a demandé comment eux, ils voient ça. Puis ils ont répondu, vas-y, papa. Ouais. Tu penses-tu qu'ils vont te suivre un jour? Oui, ils nous suivent déjà en randonnée. Oui. Mais ils le demandent. À quel âge, papa, on va pouvoir aller faire, on parle du Kilimanjaro, à quel âge, papa, on va être assez grand pour y aller avec toi? Mais ce que le rêve était de monter en haut des nuages, déjà là. Ouais. J'ai pris une photo du camp de base. Au camp de base, quand j'étais allé cet automne, au mois de novembre, j'avais pris une photo d'eux autres qui traînent toujours dans mon sac à dos. J'ai toujours une photo plastifiée d'eux autres. Je l'ai mis en dessous de la roche du camp de base. Puis quand je suis retourné, là, je savais pas que j'étais retourné au mois de mars à ce moment-là. Quand je suis retourné, il était encore en dessous de la roche. Je l'ai déterré, je l'ai montré, puis je l'ai laissé là. Un jour, c'est d'aller la chercher avec eux autres. Ça serait leur rêve. Mais moi, ce que tu es en train de me dire, c'est qu'au mois de novembre, parce que tu as fait le Kilimanjaro, ou c'est parce que c'est un à côté de l'autre, je veux juste comprendre. Non, parce que j'ai décidé, je suis allé faire le mont McKinley, pas McKinley, le mont Whitney aux États-Unis avec mon ami Jean-Pierre cet automne, puis au mois de septembre, octobre, au mois d'octobre. Puis on est allé faire de la montagne là-bas, il y a des 4000 mètres, il y a de la belle montagne à faire. Bon, on est allé là. Puis pendant qu'on est là-bas, il me dit pourquoi tu ne vas pas au Népal, il y a plein de belles montagnes. Fait que je suis là-bas, je suis aux États. J'écris à Rose, je pense que je vais aller au Népal. 2 semaines après, j'étais rendu au Népal. J'ai acheté des billets, je me suis trouvé un Sherpa, puis je suis allé faire des montagnes qui sont des 6000 mètres, un petit peu techniques. Un petit peu de pratique. Un petit peu de pratique, mais je ne savais pas que c'était pour l'Everest. Je suis allé faire juste la montagne parce que... Tu es allé t'amuser parce que là, on était en état de pandémie. Là, ça commence à arriver. Je comprends. Oui, j'avais le goût de faire de la vraie montagne et des beaux défis. Oui, je comprends. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de défis. Puis, quand tu as donné le goût, tu l'as regardé parce que quand tu es au Népal... Oui, je suis allé jusqu'au camp de base. C'est ça que tu me parles. Tu es allé au camp de base en disant un jour, je vais revenir. En me disant, je vais revenir avec mes enfants. Je ne savais pas que je reviendrais 3 mois après, mais bon. Et c'est en revenant que quelqu'un lui a écrit. Je suis débarqué de l'avion. Puis, en débarquant de l'avion, en ouvrant mon cellulaire, en enlevant du mode avion, j'ai reçu un texto de d'un Québécois qui était là-bas, mais qui me dit Hey, ça ne te tenterait pas de l'Everest? J'aime pas cette année, c'est une bonne année. Puis bon, il m'avait déjà contacté avant pour faire l'Everest. À cause de la pandémie, c'est une bonne année parce qu'il y a moins de monde, il y avait moins de line-up parce que le Japon n'est pas ouvert, puis ma blonde avait allé faire un trip de 2 mois au Japon. Mais cette année, le Japon n'était pas ouvert. Fait que c'était une bonne année pour dire vas-y. Parce qu'on a on se partage ça avec les enfants aussi. Il y a une année que c'est moi qui lui montrais, puis l'autre année c'est lui. Oui. On va avoir chacun notre temps tout seul à nous autres dans le travers de nos montagnes, de randonnée. Fait que on n'a pas le même genre de défi, c'est le fun de partir chacun notre bord. Oui, mais je comprends, moi c'est bien. Fait que finalement, moi je partais pas, donc là ça tombait une bonne année pour lui finalement. Fait il m'écrit, il a croisé le Sherpa que j'avais pris au Népal, le gars il a croisé le Sherpa que j'avais pris au Népal, puis il a dit ça a bien été avec Stéphane, puis tout. Fait qu'il me dit ça te tente-tu de venir, puis j'ai juste dit oui. Là, tu me parles de Sherpa, parce qu'on sait que c'est des accompagnateurs, mais c'est des gars qui travaillent dur. Oui. C'est avant tout, c'est une culture. Oui. C'est un peuple, les Sherpas, c'est au-delà d'un travail, c'est des gens qui sont transportent les choses, sont habitués. C'est des conseillers, c'est un accompagnateur, là. C'est un confident, c'est tout. C'est un partenaire de montagne. C'est un partenaire de montagne. Ça devient un ami. Quand tu es habitué avec la même, tu le fais souvent, tu passes quand même 2 mois avec eux autres. Fait que oui. C'est effrayant pareil, pas effrayant, mais c'est pas les porteurs. Ils portent pas, les Sherpas portent du stock, ils montent les bouteilles d'oxygène et ils redescendent, mais c'est pas comme les porteurs qui font juste porter du matériel. Eux autres, c'est des alpinistes aussi. OK. C'est 2 métiers différents. Il faut faire la distinction. Les parce qu'on entend parler des Sherpas. Exactement. Mais les porteurs, c'est ceux qui vont être payés pour transporter la marchandise parce qu'à partir de Lukla, qui est comme un village, jusqu'à l'Everest, dans le fond, toute cette région-là, il n'y a pas de route. Donc, ce sont les porteurs qui doivent transporter les matériaux. Qu'est-ce que tu as vu transporter? Des matériaux, des madriers, des laveurs sécheuses. Le gars, il a une laveuse sur le dos avec 2 cordes, puis il monte jusqu'en haut, puis des fois, il rajoute du poids, mais c'est pas assez pesant.
Mais, mais c'est une économie, comme tu me parles, pour le Népal, ça représente une économie immense. Là. Sûrement que la pandémie les a frappés puis maganés, parce que cette période-là, là, ça doit avoir été effrayant là, pour eux autres. Là. Oui, parce qu'il y a des gens, en montagne, il n'y a pas personne qui a des problèmes de faim ou qui n'a pas de job, il y a de l'ouvrage pour tout le monde s'ils veulent travailler. C'est comme... Grâce à l'Everest, grâce à tous les treks qu'il y a là, les gens qu'il y a là, toutes les montagnes qu'il y a, c'est sûr que c'est un beau milieu de vie pour eux autres. Oui, c'est un bon milieu. Je vais te poser une question, tu me parles justement beaucoup de montagnes et tout. Moi, je parle de toujours un petit peu, tu sais, au niveau environnement. On va parler de choses. Est-ce que tu trouves que c'était commercial? As-tu été déçu ou tu as trouvé que c'était encore quelque chose qui était authentique? Moi, je vais chercher le mot authentique. Dans le sens qu'il y a une business de l'Everest. Il y a une business de la montagne. C'est une business. Tu n'as pas besoin d'être un alpiniste. Moi, je trouverais que tu devrais être un alpiniste pour aller là, mais c'est pas le cas. Il y a beaucoup d'argent, il y a du monde. Il y a des fondations qui donnent. Le gars donne 500 000 puis fais-moi monter l'Everest. Il va y avoir 3 Sherpas après lui attachés pour monter. Oui. Nous autres, c'est pas comme ça qu'on l'a monté. Non, mais tu comprends. Mais il y en a beaucoup de ça. D'après moi, 90% des gens qui sont là, c'est ça. C'est pour se payer. Ils ont de l'argent. Ils ont de l'argent. Ce ne sont pas nécessairement des gens qui aiment. Il y en a qui aiment la montagne, mais ce n'est pas des gens qui aiment la montagne. C'est des gens qui veulent monter en haut d'un défi. C'est tout. C'est ça. Il y a beaucoup de ça. Puis comment tu t'es senti par rapport à ça? Trouvais-tu des imposteurs? Regarde, on se parle entre nous autres. Non, mais je pense pas qu'il y ait d'imposteurs. Je pense que chacun sa montagne, c'est une montagne. Il faut quand même donner de l'énergie pour monter. C'est sûr qu'il y en a qui ont plus de soutien que d'autres. Mais toi, tu es fier de la manière que tu l'as fait. Oui, c'est ça. Moi, je me concentrais sur moi, non sur les autres. Non, mais je te pose la question quand même. Pour moi, si tu as pris un hélicoptère et tu ne l'as pas monté puis descendu par toi-même, puis tu étais attaché après quelqu'un, tu n'as pas fait le reste. C'est ça. Mais pour moi, non. Il n'y a pas personne qui m'a attaché une corde. Mon jument, c'est moi qui l'ai monté. Mes clips, mon Sherpa, il ne m'a pas traîné, pas une fois. Puis s'il m'aurait traîné, je n'aurais pas considéré que j'ai fait l'Everest. Parce que je ne sais pas si je suis correcte dans mes connaissances sur l'Everest, parce qu'il y a différentes faces. Hein. Il y a le face nord, il y a le face sud. Moi, j'étais pas obligé de monter. C'est ça. Il y a différents chemins pour monter. Là. Bon, c'est ça que je connais. Puis, honnêtement, quand tu arrives en haut, tu dis, tu es heureux, tu es euphorique, puis tout ça. Mais, tu sais, je te posais la question avec les jeunes, mais on peut s'en parler un peu plus, parce que les jeunes, je ne voulais pas être traumatisés. Oui. Avec tout ce qui peut se passer. Je me posais la question, ça a-tu l'air d'une poubelle ou c'est encore protégé? Ah non, j'ai été surpris. C'est très propre. Ok, non, mais tu comprends? Il y a juste le camp 2 qui a un peu plus de choses, mais il y avait une équipe qui servait juste à ça. Il y avait les militaires qui étaient là, l'armée, qu'eux autres ont constitué une équipe qui sort tous les déchets. Fait que les déchets sont descendus. Ce que tu montes en haut, tu le descends. J'ai pas vu de bonbonnes à gêne de traîner partout. Je sais que les bonbonnes qu'il y avait, c'est parce qu'ils étaient pour servir pendant. OK. À la fin, ils les ramènent. Au prix que ça vaut, ils les ramènent. Non, mais tu comprends ma question. Tu sais, tu as l'impression que des fois, ça peut être une poubelle parce que tout le monde prend son drapeau. Non, mais même sur le sommet, non. Moi, j'ai même pas emmené. Je voulais laisser une photo. Je l'ai même pas laissé parce que je trouvais que c'était trop propre pour laisser quelque chose. En haut, y a-tu un fameux poteau qui marque Paris, Montréal? Il y a une photo avec un drapeau. Non, il n'y a pas de photo qui indique les directions, mais il n'y a pas de place pour ça non plus. Okay. Il y a juste un drapeau qui indique que c'est le sommet. C'est un drapeau qui est juste à l'Everest. Qui est juste à l'Everest, c'est ça. Que, sur ça, c'est quand même, je vais dire le mot bien entretenu, c'est bien protégé. Parce que, il faut quand même le protéger, cette place-là. On dira qu'est-ce qu'on voudra, mais c'est quand même des choses. Il y a beaucoup de monde par rapport au nombre de. Je pense que tu te promènes d'une rue, c'est plus sale que ça pourrait être là-bas. OK. Je pense il y a un respect. Oui, il y a vraiment beaucoup de respect. Puis nous autres, même, on randonne, on trouve un voyage papier en terre, tu le ramasses. Okay. Les gens ramassent. C'est rendu peut-être plus naturel de faire ça qu'on avait l'impression, peut-être de 10 ans, 15 ans, que je ne dirais pas une poubelle, mais tu comprends que c'est le Népal a pris les choses en main aussi. Tu me racontais, dans le fond, l'équipe de militaires, en fait, ils sont payés par le Népal pour ramener justement du stock. Hein, c'est ce que tu et ils ramenaient je ne sais pas combien de tonnes cette année. Là. Ils n'avaient pas fini quand on est parti. Mais ils payaient les Sherpas que quand ils redescendaient, s'ils ramènent du stock, ben, ils sont payés. Fait que,
ils se sont arrangés, puis partout que tu te promènes sur le trek, il y a du recyclage, puis il y a des poubelles. Fait que partout, il y a des poubelles en pierre. Il y a des poubelles en pierre, tu vois. Je pense qu'il y a des moyens qui sont mis en place. Oui, puis l'éducation, en montagne, c'est des gens éduqués quand même. Puis il y a des écoles. Fait que il y a l'idée de la récupération, puis l'idée de la propreté a fait son chemin, je pense. On se fait poser la question aussi, tu as vu des morts, parce qu'on sait que monter l'Everest. Mais qu'est-ce que je veux dire? C'est que, tu sais, grimper l'Everest, quand tu écoutais les anciens reportages, puis toi, je te pose des questions dans cette optique-là, parce que là, qu'il y avait une autoroute à un moment donné. Toi, tu étais chanceux. Ce que je comprends, il y avait 90 personnes, il y en a 30 qui ont réussi, puis il y en a 60 qui ont resté en bas, qui n'ont pas monté. À peu près, je pense, cette journée-là, je n'ai pas les chiffres exacts, mais cette journée-là, il y a des gens qui arrivaient de bord, c'est sûr, mais il y a à peu près, il doit y avoir 30 personnes qui ont fait le sommet, plus les Sherpas qui les accompagnaient. Déjà, à la base, cette année, c'était une bonne année. Il y a eu 100 permis de moins qui ont été donnés que l'année précédente. Fait que déjà, puis 100 alpinistes, ça veut dire 100 Sherpas de moins aussi. Oui. Fait que facilement 200 personnes de moins sur la montagne que l'année dernière. Puis toi, tu as été chanceux, entre guillemets. Parce qu'on était de bonne heure. C'était tout de suite au début. Puis il annonçait plusieurs journées de beau temps après. Donc les gens pouvaient dire, quand tu parles 100 permis de moins, c'est sur combien? 400. L'année passée, il y en a eu 400. Cette année, il y en a eu 300. Oui. OK. Parce que ça aussi, c'est une prise de conscience. Je pense qu'ils ont dit, on va que ce soit une autoroute. C'est pour ça que je te demandais, parce qu'il y en a, tu sais, il y en a quand même qui sont morts. Il y a des grandes personnes célèbres, oui. Mais il y en a quand même, comme tu disais, des Sherpas, des gens qui se rendent au bout, mais au bout tellement qu'ils en meurent. Oui, c'est possible de mourir. Il peut arriver n'importe quoi en montagne. Il peut arriver une tempête, que tu es 30 en haut, puis là, il y a une tempête qu'on ne trouvera pas notre chemin pour descendre. C'est sûr. Ça peut arriver, ça fait partie du risque, mais il n'y aura pas autant de fun s'il n'y aura pas de risque. Ouais, mais là, c'est là que je m'en viens de parler à Rose. C'est le fun, le risque. Toi, tu le vis et tu te dis. Tantôt, on faisait des comparaisons avec tes coureurs automobiles, avec d'autres sports. Tu descends en ski, là, tu mets dans l'île, c'est aussi fou, là. Ça s'en va. Toi, comment tu vis ça? Bien, moi, je me rappelle que la première fois que j'ai rencontré Steph, je suis tombée en amour avec sa passion pour la vie. Puis sa passion pour la vie, pour l'aventure, elle va avec sa conception de la mort qui est peu commune. Dans le sens où Steph dit, ben, on va tous mourir un jour. Il y a peu de gens qui le voient comme ça dans la vie. Puis moi, en fait, c'est ça qui m'a fait tomber en amour parce qu'il vit chaque moment dans le présent puis dans son intensité. Fait que, tu sais, dans le fond, quand il m'a parlé de l'Everest, j'ai essayé de garder ça en tête, de me dire, je l'aime parce qu'il est intense, parce qu'il fonce dans la vie. Mais veux-tu mourir? Oui, tu veux mourir. Pas, je veux dire, tu veux mourir. Tu prends le risque de faire ce que tu as fait là, mais pas dans la douleur. Aurais-tu été, comment je pourrais dire ça? Tu sais, comme tantôt, on parle, tu montes l'Everest, il y a des risques aussi pour ta santé. Là. À un moment donné, on parle, je sais pas, tu peux perdre tes pieds, tu ne les as pas perdus, tu peux perdre des choses. Parce que, comme tu disais, tu montes à moins 20, moins 30. Regarde, tu me parles, il y a une tempête. Tu serais le gars à faire comme mission impossible, à tout essayer pour redescendre. À revenir en 3 morceaux. Je sais pas, tu te poses-tu la question, tu penses-tu à ça? Oui, mais après les autres montagnes, c'est sûr que quand tu n'as jamais fait de 8000 mètres, tu ne peux pas comparer, là, mais les autres montagnes, j'ai toujours eu beaucoup d'énergie. Je suis quelqu'un vraiment qui a beaucoup d'énergie. Donc, je sais que pied foulé, je me suis déjà déchiré un ligament dans le pied, puis j'étais capable de marcher 20 km quand même. OK. Bon, je suis capable de me dépasser, puis mais tu reviens, il te manque un bras. Tu peux t'accepter ça? Ben, en montant, la vie, tu ne la contrôles pas, surtout pas en montagne. Bon, fait que tu fais tes choix, puis il arrive des conséquences en montant. J'avais froid aux pieds, puis je savais qu'après 4h30, j'avais déjà froid aux pieds. Puis il me restait 6 heures au moins à monter, plus 4 heures à descendre. Je me suis dit consciemment, il faut que je revienne là, mais si je reviens, je ne fais pas le sommet. Ouais. Donc, j'étais prête à en perdre des orteils pour faire le sommet, oui. Puis j'ai pris la décision consciemment dans ma tête. C'est correct. En revenant, c'était pas correct. En revenant, c'était plus stressant. Oui, mais c'est le coup en montant, oui. Mais ça, tu y dis-tu? Je vais te poser la question aujourd'hui. Oui. Tu dis, hey là, aujourd'hui, là, j'ai monté, puis il faisait fret, puis j'ai pas arrêté de penser à ça, puis tu lui disais. En revenant, pas en montant. Bon, en montant, on n'avait rien. Mais j'y avais pas dit en montant, mais je pense qu'elle perçoit ce que je suis. La journée avant qu'on parte pour le pitch du sommet,
J'ai dit que j'avais des doutes, que je pensais pas que j'étais capable, tout ça. J'y partage justement mes doutes. Ouais. Puis elle me rembourse, ben non, s'il y a quelqu'un qui peut bien arriver, c'est toi. Oui. C'est ça son rôle à ce moment-là. Puis je veux dire, c'est normal de douter. Moi, j'ai pas peur de douter puis d'exprimer. Mais de là, est-ce que tu prendrais une décision en disant qu'il arrive un événement? Tu sais, tu me parles parce que je sais que on va en parler, tu veux te promener, là, tu vas en faire d'autres. Ta doudoune, c'est pas tout fini. Non, oui. Elle sera jamais finie. Elle sera jamais finie. Non. Mais qu'est-ce que je veux dire par rapport à, comme tu dis, ton choix de vivre le moment présent, de faire les choses, tout ça, mais tu n'as jamais été présentement confronté à dire c'est là, je vais mourir ou je continue, puis je vais revenir en 2 morceaux. Tu n'as pas vécu ça encore, tu n'y as jamais pensé. Pas parce que je veux te faire penser J'ai pensé ça. un peu pour les pieds, que je pourrais perdre vraiment les pieds. J'ai vraiment pensé. Ça m'a pris peut-être 1 heure à prendre ma décision dans ma tête. Mais tu as dit, je suis là, je continue, advienne que pourra. oui. Ben, si tu ne dis pas ça, je pense que c'est pas la place. OK. Ouais. Pour moi, c'est ça la vie. Mais c'est pour ça que moi, je ne ferai pas de haute montagne. Parce que moi, je sais d'avance que ma réponse serait non, je ressens. C'est pour ça que je sais que ça ne vaut même pas la peine que j'essaie. C'est que ce que toi m'en dis, tu es sur le fil du rasoir, puis toi, tu te dis, moi, mon évaluation du risque fait que je vais descendre. OK. Puis toi, tu es à l'aise avec ça. On monte des montagnes ensemble. C'est arrivé qu'on n'est pas arrivé au sommet. Puis elle me dit, hey, je me sens plus confortable, on revient d'abord. Ben oui, on revient d'abord. Oui. Okay. On est 2. Oui, quand on en fait ensemble, forcément, c'est elle qui va prendre la décision de revirer ou pas. On va se fier plus à elle qu'à moi, parce que moi, c'est sûr que je ne reviendrai pas. Toi, tu ne reviendras pas. Non. Mais à cette hauteur-là, même moins que l'Everest, mais en haute altitude, je pense que quelqu'un qui, comme moi, aime plus la sécurité, n'atteindra pas le sommet. C'est ça, je veux dire, t'es comme quelqu'un qui pense que on a une vie, on a quelque chose. On a les conséquences. On a les conséquences. Oui, les conséquences vont être mises de côté pour être sûr de prendre la décision. Je comprends tout ce point-là, mais c'est passionnant. Mais c'est passionnant parce qu'il arrive au sommet. Toi, tu dors pareil? Ah, j'ai peu dormi. Parce que là, tu étais comme avec deux fuseaux horaires. Oui, dans le fond, on avait. Il y a quoi, il y a 7 heures, 8 heures? 9h45. Oh, c'est exact. Ah oui, ben, dans le fond, quand nous, on déjeunait, lui, il était l'heure du souper, l'heure du soir. Fait qu'on se parlait souvent à ce moment-là avec ses enfants quand il était avec moi. On mettait sur la tablette, on déjeunait pendant que lui nous parlait. Okay. Fait que, on a eu des moyens de communication. Moi, ça me fascine. Au camp de base de l'Everest, il y avait de la connexion Internet. Là. Oui, ben c'est ça qu'on allait dire. On avait beaucoup de nouvelles. Puis moi, je pouvais utiliser ça pour en parler justement dans les classes. Mais c'est ça, c'est quelque chose qui était comme trop libre. Avoir de la connexion Internet, ça se passait bien. Tu avais du haute vitesse, non? Non, pas haute vitesse, mais on avait. Des fois, on pouvait ouvrir Messenger pour être capable de communiquer avec les enfants à la classe ou dans l'école. On était capable de faire Messenger des fois qui durait 5-10 minutes. C'était tough, là, c'est ça? Oui, oui. Mais j'en reviens à toi, c'est ça. Tu sais, là, tu commences à. On va parler un petit peu de toi. Tu es éducatrice. Je suis éducatrice spécialisée de formation. Dans le fond, moi, je voyage. J'ai connu Steph grâce à l'univers du voyage. J'ai voyagé beaucoup dans ma vie. Je pense à partir de l'âge de 19 ans, je dirais. J'ai choisi de mener ma vie pour travailler le minimum pour me permettre de vivre beaucoup d'aventures de voyage. Donc, même là, je suis éducatrice spécialisée, mais contractuelle pour un organisme communautaire, ce qui me permet de gérer mon horaire. Mais ce que je veux dire, c'est que là, tu travailles. Oui. Là, lui, il est parti. Là, il est en haut. Là, tu n'as pas de nouvelles pendant 7-8 heures. 6 jours. Il y a eu le pire moment du sommet, c'est 6 jours que j'ai pas eu de nouvelles. Ouais. Fait que la nuit de sommeil était. Même pas de texto, pas rien. Non, mais 6 jours, non. J'ai reçu, dans le fond, leur équipe avait un téléphone satellite qui n'a pas fonctionné de manière optimale. Donc, ils ont, dans le fond, la femme de ton partenaire avec qui tu étais, elle a reçu un message qui disait « Tout le monde va bien ». That's it. Fait que moi, la journée que j'avais prévue, parce qu'à lui, avant de partir, il m'avait dit « OK, on mise le sommet tel jour, il faut que tu fasses 4 jours avant. » Fait que, tu sais, moi, je m'étais fait mon scénario dans ma tête. OK, si la météo est bonne en ce moment, il doit être à peu près au sommet. OK, 2 jours. Tu regardais la météo, j'imagine, la météo média Népal, là? On n'a pas fait le sommet cette journée-là, on l'a fait 2 jours après, finalement, parce qu'il faut lui redescendre parce que la météo n'était pas bonne. Fait que moi, mettons, sur cette semaine-là, j'ai reçu un message me disant « OK, tout le monde va bien. » Fait que ça, c'est rassurant, d'accord, je peux me rendormir. Tu peux te rendormir, faut pas transmettre ça aux enfants? Non, les enfants étaient vraiment bons, ils me posaient pas tant de questions. Non, Thomas, un de ses garçons, on dirait que lui avait la technique plus je suis dans ma bulle, j'essaie de pas trop y penser. On verra. On verra. Ouais. Mathias, il m'en parlait plus, mais dans la confiance. T'sais, même moi, j'étais dans la confiance. Là, je dis que je dormais peu, mais si quelqu'un pouvait y arriver, c'était lui.
Ça, j'avais pas de doute, là. Mais très... quand on a reçu, j'ai toujours me souvenir de ce matin-là où on déjeune. Je veux dire, oui, t'as fait la semaine de fait que le 14 mai, une journée bien normale, on déjeune, puis là, on voit que c'est Steph qui nous appelle. Et on a répondu vite. Oui, hein? Fait que là, on déjeunait avant d'aller à l'école, puis ils ont pu parler à leur père, puis qui dit « Hey, j'ai réussi. » J'ai réussi. Il arrivait à l'école, puis il pouvait dire aux autres amis « Hey, il a réussi, il a été premier. » Oui. Ah, c'est quelque chose. Mais ça a été la plus belle des motivations. Je suis tellement contente d'avoir ce partenariat-là avec l'école et avec l'enseignante, Mme Annie Doucet, des jumeaux. Pour vrai, elle a suivi religieusement le parcours de Steph. Elle a fait plein de choses avec ses élèves, plein de projets. Fait que, tu sais, dans le fond, ses enfants, ça les motivait parce que malgré l'absence de papa, ils voulaient tellement qu'ils réussissent parce qu'ils le voyaient dans les yeux de leurs amis. Tu sais, à cet âge-là, je pense que c'est ça qui a été. Quand on a fait, il y a eu l'hommage qui était rendu il y a 2 semaines, quand tu as présenté, il est au camp de base, il monte au camp de base, il continue. C'est toute une patience, là, c'est tout quelque chose. Hein? Oui, moi, c'était ça mon travail là-bas, c'était la patience. C'est sûr que j'ai pas, j'ai 1 point sur 10 de patience, j'en ai peut-être 1,5. Mais c'est pas ma force. Tu avais des conseillers, tu avais ton ami qui était avec toi qui disait lui, il l'avait déjà fait, lui, il l'avait déjà fait. Oui, on était 3. Il y en a un qui l'avait déjà fait, puis l'autre, c'était la première fois aussi. Donc, il disait, là. Oui. Parce que c'est ça, la bonne technique, c'est ça. C'est pas d'essayer de monter ça d'une one-shot, arrive en bas, puis envoie. C'est impossible. C'est impossible. Il faut que tu attendes qu'il ait installé les cordes aussi. Il y a des Sherpas qui sont juste là pour installer les cordes jusqu'au sommet. Il faut que tu attendes la journée qu'ils installent, puis eux autres, il faut qu'il fasse beau. Mais quand tu me parles d'installer les cordes, ça veut dire que le trajet n'est jamais le même d'une année à l'autre? Non, il n'est jamais le même. Ça peut même d'une journée à l'autre. Oui, parce qu'en bas, comme vous faites, à tous les jours, il y a des docteurs qui appellent Dr. Fall. C'est des Sherpas qui, à tous les soirs, ils montent et ils réparent les crevasses. Ah oui! Ils réparent les cordes, ils mettent des nouvelles échelles. Quelque chose que personne peut-être ne repasse. On a monté d'une manière et on a descendu d'un autre. Oui. Mais c'est quand même fou, les Sherpas. Mais pas en haut. Pour le sommet, à chaque année, ils changent, mais un coup qui est installé, est installé. OK, c'est ça. Le dernier bout, le dernier droit est comme toujours le même parce qu'il était sécurisé, il était vérifié et tout. C'est ça que je comprends. Puis il y a une période, ça commence au mois de mai. Tu ne peux pas aller là au mois de décembre. Là. Il y a une période de l'année. Oui, tu peux le faire, mais il ne doit pas en avoir qui le font au mois de décembre parce que c'est vraiment trop froid. Mais la meilleure période, c'est le printemps. Il y a aussi l'automne, mais l'automne, il y a moins d'équipes parce que ce sont souvent les compagnies qui sont là, qui t'offrent le reste. Ils s'en vont, un peu. C'est les compagnies népalaises qui sont là-bas, c'est des compagnies népalaises. Eux autres sont souvent sur d'autres montagnes l'automne. Fait qu'ils ne sont pas à l'Everest. Fait que c'est pour ça. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de monde en même temps, parce que la fenêtre est très réduite. Comme ils ont installé des cordes de 8 mains, puis je pense qu'ils enlevaient aujourd'hui ou demain, qu'ils enlèvent les cordes, fait qu'après ça, tu peux y aller si tu veux, mais il n'y aura pas de cordes. Il n'y aura pas de fait qu'il n'y aura pas de monde qui vont y aller. Il faut en parler du travail que les Sherpas font. Je veux dire, c'est eux qui lisaient dans un article le nombre de morts. En fait, c'est une majorité de Sherpas. C'est eux qui risquent leur vie, qui vont choisir où ils mettent les échelles, comment traverser les crevasses. Puis ils remontent pour sécuriser, puis dire OK, là, vous pouvez y aller. C'est ça que je dis. Pour que les touristes puissent atteindre leur rêve. Ils ont un travail à faire. J'imagine qu'il y a un line-up, c'est déjà booké pour 2023, 2024. De façon générale, moi je pourrais pas enlever et dire, mettons que je pensais que je pourrais pas dire l'année prochaine j'y vais. Oui. Ah ouais? Oui. Vas-tu y retourner? Ah, l'Everest, non, mais au Népal, oui, c'est sûr. On va peut-être y retourner avec les jumeaux. C'est ça. Moi, j'ai su, je pense que c'est une autorité publique, c'est pas quelque chose qui est caché. Là, les enfants finissent l'école au mois de juin, on parle des jumeaux, c'est sûr-là, particulièrement, parce que j'imagine les grands. Ils n'embarqueront pas là dans Non, ils sont autonomes. À part ma fille Alicia qui va venir nous rejoindre. Peut-être. Et toi, tu disais, Rose, que je comprends que tu travailles, mais tu travailles pour payer tes voyages. Disons que, mettons qu'on met cette règle-là, que là, vous avez décidé de partir et d'aller faire le tour du monde. C'était un tour du monde vraiment. Tu as décidé de vous partir, vous allez faire tous les continents. Oui. C'est particulier comme tour du monde parce qu'on est une famille recomposée, dans le sens où, fait que dans le fond, on va à une destination, on revient à peu près à les 2 mois et demi, 3 mois pour que les garçons puissent voir leur mère un peu au Québec. Qui travaillent avec enseignants. Oui, c'est ça. On part, on revient, ils voient leur maman. Ça ne sera pas un tour du monde, je ne vais pas dire parti,
qu'on ne se revoit pas pendant 1 an, pendant 2 ans de temps. C'est des escales que vous voulez préparer. Ouais, moi, je l'appelle un tour du monde en étoile. Là. OK, Oui, on mais s'en c'est va là, correct. on revient. OK, on repart, on revient. Mais ils vont manquer. On va faire l'école à la maison, l'école en voyage, pendant 1 an. Tu as quand même l'expérience de tout ça. Ouais. Tu veux faire ça pendant 1 an de temps? Ouais. Oui. Okay. Mais la façon que tu me parles, c'est que ça va être intense là, quand tu vas arriver. Vous commencez par quel continent? On part le 27 juin avec l'Europe. Okay. Donc, on fait 3 semaines un road trip en France, 1 semaine dans l'Italie du Nord, 1 semaine Portugal, le Sud, et puis là, il revient au Québec une première fois. OK. Donc, tu me parles d'un road trip, vous avez loué une auto, c'est quoi vous avez préparé? Dans ces 3 pays-là, on a loué une voiture à chaque fois. Donc, l'Europe, justement, en road trip, ça va bien se faire. Avec un petit van, j'imagine, manger. Puis... On a une auto, mais on emmène tout notre stock de camping. Okay. On est très bon pour être minimaliste. Ah oui? Les jumeaux pas trop d'excédent de bagages. Aucun excédent, jamais. Ah oui, jamais. Quand tu arrives à l'aéroport, là, tu... Ben, déjà, quand on est en amoureux, on a juste un petit sac puis on se débrouille. Avec les enfants, on a des bagages de plus, mais c'est pas d'excédent. On a chacun un bagage. La question qui tue, il doit y avoir 2-3 montagnes de prévues dans ça. Non, en Europe, on est vraiment... le tour du monde, on s'est concentré sur la famille. Fait que oui, des randonnées, là, les jumeaux sont très très bons en randonnée. Mais... Dans l'ouest, après l'autre étape. Parce que l'autre étape, là, on parle de l'automne. Donc après, on repart en septembre et là, on a notre roulotte et on traverse le Canada et on revient par les États-Unis. Donc là, on est 3 mois, puis là, c'est la maman qui va venir nous rejoindre à un certain moment. Ah, c'est super. Oui, donc ça, il va y avoir des montagnes, ça va être plus facile. Si toi, tu vas pas à l'enfer, moi, je reste un peu avec les jumeaux. Et le temps qu'on va enseigner, moi, je vais aller faire une autre montagne, puis après ça, on peut faire un petit site avec les jumeaux. Ah, c'est super. Donc, votre trajet, vous traversez le Canada, et par les États-Unis, vous revenez quoi? Avec plus Los Angeles, vous descendez plus Oui, on reste longtemps en Californie. On fait un bon 3 semaines qu'on se stabilise un peu en Californie. Puis après ça, on le traverse d'ouest la vallée de la mort, exactement. Beaucoup par les parcs nationaux. Oui. On est une famille pour nature. Non, mais c'est bien, non, mais parce que les enfants vont avoir une géographie, ils vont apprendre, tu vas pas leur Déjà, moi, c'est ma grande passion là, à la maison, rouvrir des livres de voyage. Là, on regarde, on leur a beaucoup posé la question qu'est-ce qu'eux voulaient voir. Fait qu'on essaie de trouver des compromis à travers tout ça. Fait que là, après avoir traversé, on laisse même notre roulotte en Floride. On va aller passer 10 jours au Maroc. Puis après ça, on revient en avion en Floride et là, on remonte à la maison. Le Maroc, on parle du désert? Oui. Dans le fond, c'était pour aller voir l'Afrique, qui est pour nous, pour une première avec les enfants en continent africain, le Maroc. Maroc, Tunisie, moi, c'est quand même... C'était bien approprié. C'était bien approprié. Descendre plus au sud, c'est peut-être... Il y a beaucoup de congrès. À 14 ans. Oui, on va y aller par étapes, là. Je veux dire, on va voir comment ils réagissent. Seulement, il y a beaucoup de conflits de l'Afrique du Sud. Tout ça, c'est pas toujours... Il y a des belles montagnes, mais aussi en Afrique du Sud, allez voir. Il me regarde avec un yeux avec des choses, là. Parce que je pense au Sud Victoria, je pense à plein de choses. Il y a tellement de beaux points à aller voir. On a toutes les vies. C'est ça qu'on veut faire de notre vie, nous autres. C'est ça, là, après ça, tu vas revenir de ce coin-là. Oui. Après ça, tu es déjà planifié. planifié. Donc là, on passe Noël. Oui, ça, c'est très bien planifié jusqu'à Noël. Après ça, à partir de janvier, on le sait qu'on veut faire de janvier à mars en Amérique du Sud. Pérou, Équateur. Ça, c'est 2 pays qui sont certains qu'on va. Pérou, Équateur, puis là, après ça, on parle de peut-être Guatemala. Mais là, ça, j'ai pas encore réservé. Fait que ça, Mais là, tu prends ta roulotte qui est en... On la laisse au Québec. On la ramène au Québec. Tu la ramènes au Québec. Non, je te pose la question. C'est mon côté curiosité, aventure que j'aime beaucoup savoir. L'Amérique du Sud, on va le faire plus en bus. Justement, les gars, vont falloir qu'il y ait seulement un pack-sac, vraiment le minimum de choses. Dans des auberges jeunesse, on va se débrouiller en bus. Tu sais, on veut qu'ils voient ce côté-là aussi du voyage, tu sais. Pas juste... L'impact qu'on peut avoir quand tu voyages, tu sais, ces choses-là. Tu sais, tu me dis, tu vas faire la France, tu vas voir un milieu, je vais dire, un endroit civilisé, là, c'est plus organisé. Puis qui nous ressemble plus. Qui nous ressemble plus, là. Surtout la France, ça parle français, des choses comme ça, mais avec des accès faciles, on pourrait dire Internet, des choses. Mais quand tu me parles de l'autre endroit, quand tu descends en Équateur, en Amérique du Sud, les impacts ne sont pas pareils. La prise de conscience. D'où notre itinéraire dans ce sens-là, dans le sens où l'Europe, ils vont être moins dépaysés. Moi, on l'a conçu de manière à ce que les enfants soient dépaysés graduellement. Parce qu'effectivement, en France, déjà là, ça va être le même langage, ça va être intéressant.
Après ça, ben, quand on va traverser le Canada et les États-Unis, là, ils parlent en anglais, mais c'est la même culture nord-américaine. Donc là, relativement, là. Oui. Donc là, en janvier, là, ils vont être vraiment plus dépaysés dans le sens où on a des pays qui parlent espagnol, qui justement n'ont pas la même culture, on n'a pas les... Il y a plus de vols, il faut faire plus attention, il y a plein de règles c'est ça que je pas veux dire. ailleurs, mais c'est ça qui est le fun. Tu sais, rencontrer comment ces gens vivent là, en tout cas, je trouve ça... C'est vraiment à l'âge qu'ils sont capables d'absorber aussi. En plein ça. Oui, moi, j'ose espérer que ça va vraiment avoir une grande influence dans leur vie. Après ça, au Japon, en arrière. Oui, après la ton fameux Japon, tu vas aller voir. Oui. Après la semaine de relâche, là, on fait l'Asie, donc encore là, c'est pas officiel, mais on parle du Japon, puis... L'Australie. Avant de descendre en Australie, on parle de la Thaïlande. Moi, tu veux dire Vietnam, Thaïlande. Oui, exactement. Les pays qui sont corrects avec en famille, là. Oui, c'est quand même pour terminer un mois en Australie. Puis là, on va déjà être rendu en juin 2020. Ça va vite, hein? Ça va vite. Australie, Nouvelle-Zélande, encore là, on va avoir une nouvelle façon d'Océanie, en tout cas. Donc, je pense qu'on va terminer en vous souhaitant des beaux rêves, des belles images, des belles montagnes, tu sais, des belles randonnées, puis tout ça. Vraiment, tous les deux, en tout cas, vous avez l'air sur votre X. C'est vraiment beau de vous voir aller. Puis, on aimerait ça vous suivre, on se reparlera. Peut-être d'une façon, je ne sais pas si déjà avec l'école, vous avez déjà prévu de faire des choses, bien, on pourrait vous suivre aussi, on pourrait avoir une petite entrevue, des choses qu'on pourrait faire à toutes les semaines. On va Internet partout, puis on va être capable de... Même chose, on va avoir un groupe Facebook. Donc là, ça serait le fun, puis on pourrait se parler, puis vous suivre, voir vos expériences. C'est passionnant. Je vous remercie.